qu'est-ce qu'une vie heureuse? C'est à cette question qu'Hartmut Rosa cherchait à répondre dans son ouvrage majeur « Résonance ». Selon le sociologue allemand, la modernité avait fait le pari d'un bonheur conçu comme maximisation des ressources. En d'autres termes, l'homme moderne cherchait à réunir et à optimiser les conditions matérielles nécessaires à son bien-être et à son épanouissement. Cette idée du bonheur supposait que le monde soit toujours davantage mis à notre portée, et la nature toujours plus domestiquée. L'environnement de l'homme devait être connu, conquis, dominé. Ainsi, la relation au monde que l'homme entretenait pouvait être jugée comme agressive. Tout ce qui résistait à l'homme devait être brisé, soumis, façonné selon son désir et ses vœux. Quand l'homme moderne voit un arbre, il imagine le bénéfice personnel qu'il pourrait en retirer. Son tronc débité et transformé en papier ou en meuble d'aménagement d'intérieur de marque suédoise. Quand il pense à une vache, il salive à l'idée d'une belle entrecôte ou d'un bol de lait. Ce discours, il a culminé avec la société consumériste des années 50 et des 30 glorieuses, avant le tournant du milieu des années 90, où l'on a commencé, notamment sous l'impulsion du mouvement altermondialiste, à être sensibilisé aux effets toxiques de la consommation de masse. Pollution, travail dissimulé des enfants, chômage, scandale alimentaire ou inégalité, on le constate aujourd'hui, cette vision du bonheur, héritage du siècle des Lumières, est entrée en crise. L'accélération sociale qui est inhérente à la modernité est devenue tellement effrénée, tellement incontrôlable, qu'elle est perçue comme insoutenable et comme décorrélée de toute forme de progrès. Une majorité de parents pensent même que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. En s'ouvrant une variété presque infinie de nouvelles possibilités, en augmentant continuellement son bien-être matériel, l'homme aurait tendance à se sentir de plus en plus déprimé, si l'on se fie, parmi d'autres indicateurs, à la consommation d'antidépresseurs et de drogues dans le monde. Le fantôme du dernier homme blasé, paresseux, conceptualisé par Nietzsche et repris par Max Weber, hante notre modernité tardive. L'explication que délivre Hartmut Rosa à cette morosité généralisée me paraît originale. Et c'est l'objet de son dernier ouvrage, Rendre le monde indisponible. Nullement nostalgique, Hartmut Rosa concède aisément que la modernité a permis d'accéder et de rendre disponibles des fragments de monde jusqu'alors inaccessibles. Indéniablement, cela a augmenté la qualité de vie. Recul des maladies, de la malnutrition, de la mortalité infantile, amélioration de l'espérance de vie. Le désir d'exploration, de découverte et d'appropriation du monde n'était pas pour autant simplement matériel. C'était également un vœu de l'esprit, un désir de ressentir, de vibrer, de se transformer. Par contre, sur ce plan, nos avancées s'avéraient plus déceptives. Plus le progrès mettait à notre portée immédiate le monde, moins le monde nous semblait susceptible de nous faire rêver. C'est une problématique, somme toute, assez classique, celle du désir. Si tu exauces tous mes vœux de Noël sans attendre le soir du 24 décembre, alors mon plaisir me sera ôté, il me sera retiré. Par contre, si je dois patienter, alors j'ai le temps de rêver, d'imaginer, de me faire mes propres films. Et ceci accroît le plaisir, la fébrilité ressentie au moment de l'ouverture des cadeaux. En somme, la frustration, l'attente, augmentent nos désirs. Si on le répercute dans la langue d'Hartmut Rosa, on pourrait le traduire ainsi. Pour qu'une relation vibrante au monde se noue, il faut qu'il y ait une résistance, qu'il reste une part d'indisponible, à la fois chez moi, le sujet, et dans le monde. Or, cette indisponibilité inhérente à la formation de tout lien authentique à soi, au corps et au monde est aujourd'hui perçue et ressentie comme un défaut, un manque auquel remédier grâce à tous les artefacts que l'on a construits. Paresseux, le dernier homme, vous vous rappelez? Le problème, c'est que l'exigence d'une disponibilité totale, permanente, à la demande, 24 heures sur 24, nous met sous pression. Elle exige toujours plus de nous comme du monde. Nous sommes sur le pont tout le temps, jamais de temps mort. Dans la modernité tardive, l'homme s'en remet alors à de multiples prothèses techniques pour pallier ses supposées défaillances. Songez un instant aux montres connectées. Avez-vous fait vos 8000 pas aujourd'hui? Yes! Et les calories? Avez-vous veillé à contrôler votre régime alimentaire pour ne pas dépasser les 2000 à 3000 calories par jour pour un homme? Yes! Et votre portefeuille d'action? L'avez-vous vérifié ce matin? Yes! Vos 40 mails? Y avez-vous répondu? No! Dommage, vous avez échoué. Mais attention, ne stressez pas. Ce serait néfaste pour votre sommeil. Or demain,
Une grosse journée de travail vous attend. Détendez-vous. Buvez une tisane recommandée par Yuka. Préparez au mieux votre nuit de sommeil. La montre sera là pour analyser votre respiration et votre rythme cardiaque. Nous ne faisons plus confiance à ce que nous dit notre corps, nous ne faisons plus confiance à nos sensations, à nos impressions, nous externalisons notre volonté, nous augmentons notre motricité grâce à des machines. Notre désir, nous l'avons compressé en format numérique et les algorithmes sont les faits penchés à notre chevet pour nous rendre la vie plus facile. Il faut espérer suivre le rythme pour espérer survivre dans la compétition folle qui s'est engagée. Et alors même que le monde ne nous a jamais été aussi prévisible, maîtrisé, il ne nous a jamais paru plus monstrueux, plus menaçant pour l'homme, la démocratie ainsi que pour la nature. C'est sous cet angle qu'Hartmut Rosa revisite la crise écologique et la globalisation économique, mais également les réactions de colère citoyenne comme celle incarnée par les Gilets jaunes ou encore par la prise du Capitole par les ultimes supporters de Trump et autres membres de la mouvance Qanon. Nos peurs se déplacent, mais elles ne meurent pas. Plus le monde est dominé, plus il est connu, plus l'imprévisible sera intolérable. Prenez les catastrophes naturelles, les tsunamis, les tempêtes. Trouvez-moi un responsable. Plus le monde est sûr, moins on s'y sentira en sécurité. Prenez les portiques de sécurité et les caméras de surveillance dans l'espace public. Ce n'est jamais assez pour déjouer les attentats. Alors il faut plus, toujours plus. Adoptons la reconnaissance faciale. C'est sur ce terreau que vont prospérer les thèses complotistes, populistes, catastrophistes, dont les discours sont le reflet du recul de notre capacité à agir et à transformer le monde. De ce point de vue, il n'est pas tout à fait surprenant qu'une jeune femme de 16 ans, Greta Thunberg, et quoi qu'en disent ses détracteurs, qu'elle ait été déclarée personnalité de l'année par le Time en 2019. Elle nous révèle que c'est toute la société et ses décisionnaires qui sont revenus en enfance, en venant buter sur le réel et en faisant l'aveu de leur impuissance à se transformer radicalement pour construire un monde viable. L'analyse de Hartmut Rosa est pessimiste. Il l'admet d'ailleurs lui-même. Y aurait-il néanmoins quelques raisons d'espérer ? J'en décèle au moins une. L'expérience qu'on qualifie de résonante, de vibrante au monde, elle ne se provoque pas. Il faut accepter de se laisser surprendre, submergé par quelque chose d'inattendu. Cette expérience est consubstantielle à celle du temps. Pour vibrer, pour ressentir, il faut faire l'expérience du temps et non l'expérience des choses. Le temps de l'ennui, le temps gâché, le temps perdu, le temps à ne rien faire. Il y a un merveilleux film sur cette expérience, c'est Lost in Translation. Un homme, incarné par Bill Murray, une femme, incarnée par Scarlett Johansson, se retrouvent dans un hôtel de type intercontinental à Tokyo. Ils y vont pour des raisons qui leur sont propres. Bill Murray est un acteur, il tourne une pub pour du whisky. Scarlett est seule et négligée par son petit ami. Le monde environnant, la langue japonaise, ne sont pas particulièrement hospitaliers non plus, il faut dire. Il y a là, pourtant, un contexte favorable à la rencontre. Ce temps des salles d'attente va les pousser à se rapprocher et à se parler. On le sent en regardant le film. Il se passe quelque chose entre eux auquel ils ne s'attendaient pas. C'est merveilleux, c'est rare, c'est précieux.